Nous allons commencer à l'heure. Les feux de la rampe Waouh. sont géniaux ici. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence qui clôt un peu, mais il y en aura sûrement une autre après cette journée qui s'appelle JDR et science-fiction, comment se réinventer. Et pour animer, je serai là pour animer la chose, mais avec moi, nous avons trois merveilleux invités qui seront tout d'abord, je commence par les autres extrémités au plus loin de moi, Lucien Men, Bonsoir. ici présent, qui fait partie du studio du 7, qui est acteur, qui a une carrière et qui mène des parties de jeux de rôle endiablées sur anciennement Twitch et maintenant la nouvelle plateforme qu'il a montée avec son camarade et son frère, Max Mammouth. Tout à fait. Voilà, Absolument. qui est aussi rôliste, qui fait de la musique. Si tu as envie de rajouter quelque chose à la présentation, Non, c'est super. Tu fais ça voilà, très bien, merci. qui aime l'imaginaire, J'adore ça. j'adore ça. Et enfin, nous avons à côté de moi PV Nova, le local de l'étape depuis quelques années, qui est musicien, qui est producteur, qui a différents projets artistiques qui mêlent aussi bien écriture littéraire que écriture radiophonique autour de divers sujets dont tu vas parler forcément, qui utilise Twitch beaucoup, voire beaucoup trop, et qui, non, quand même pas, mais Jamais trop. qui est présent sur les mêmes plateformes que la Bonne Auberge, et qui est aussi membre, nouvellement membre de la Bonne Auberge dans la dernière campagne, et qui est un personnage d'Even dont tu nous parleras forcément quand on parlera écriture. Moi, j'avais une première question. Je connais déjà la réponse puisqu'on en a parlé. Est-ce que vous connaissiez les Utopiales avant de venir? De réputation. C'est la première fois que tu viens. Et c'est la première fois qu'on vient. Max, Pareil moi, on aussi, n'était ouais, jamais ouais. venu. PV, comme c'est un local, Ouais, il j'ai va roulé passer ma une petite bosse. tête maintenant. Non, la blague, c'est que ça fait 5 ans que j'habite à Nantes et je n'avais jamais eu l'occasion de venir parce que je suis très souvent en tournée à ce moment-là. Et là, il se trouve que ça s'est goupillé de telle sorte à ce qu'on m'a prévenu avant. C'est Donc j'ai joué à même pas refusé grand-chose. une date pour être là avec vous aujourd'hui et demain. Nous sommes chanceux. Quel Voilà, honneur. nous sommes tous chanceux. Donc je suis très content. Je suis venu en tram. Voilà, ça fait plaisir de faire un festival en La tram. gueule dans le tram. Et c'est gratuit le week-end ou quoi? Oh, alors Bonne question. Moi, j'ai plein de potes nantais, donc j'entends parler des Utopiales depuis très longtemps. Ah, mais tu connais pas? Faut que tu viennes! Mais pour Max, entre autres, c'était Nantes, c'est la ville où tu changes le train pour aller à Clisson. Voilà, c'est ce genre Ah de, oui, de aussi. repère qu'il a. Enfin, ça, c'était avant. Oui, c'était avant. Et vous êtes tous, enfin, au-delà du jeu de rôle, pour vous trois, en tant que maître du jeu, en tant que joueur, vous êtes tous consommateurs à titre personnel d'imaginaire, que ce soit de cinéma, de littérature ou d'autres formes d'art. Ah bah oui, 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 je pense que déjà, on est tous les trois dans des métiers artistiques, donc de fait, l'imaginaire, on a grandi dedans. Nous, on en parlait justement avant, ça nous rappelait un peu le théâtre où on a presque grandi avec mon frère, parce que nos familles viennent de ce milieu-là, notre père vient de l'image aussi, donc on a clairement grandi là-dedans. Donc créer des histoires, ça a toujours été important pour nous et prédominant dans notre vie. Donc, Moi, je fais partie de ces gens qui lisent énormément de fantasy et de science-fiction et très peu de choses qui se passent dans le monde réel. Alors, si ça m'arrive de lire des policiers, j'aime beaucoup le polar, mais et je connais beaucoup de gens qui sont hermétiques, vraiment hermétiques à la fantasy et à la science-fiction, parce que ils disent non, moi j'ai besoin de voir un truc qui me raccroche à des choses que je connais, alors que je trouve que c'est formidable l'opportunité qu'on a de s'évader quand on lit. Moi, justement, j'adore lire le soir avant de me coucher. Et quand tu es là, tu lis dans des mondes extraordinaires. Je trouve ça dingue de se dire, ouais, ça se trouve, je vais rêver et être projeté dans ce monde. Donc, ouais, je suis un grand lecteur, notamment de SF et de fantasy. Et un souvenir, si tu avais un souvenir marquant du fait que de la première œuvre, pas forcément de la première œuvre, mais la première œuvre qui t'est marquée en... Alors, c'est Ouais, à la par limite, exemple. je m'en souviens très bien, je devais avoir 12 ans quand je suis tombé sur un des bouquins de Werber de la trilogie des fourmis. Et j'étais à la campagne, je me faisais chier, c'était sur la bibliothèque de mes frères, j'étais seul avec mes parents, et je vois ce truc, c'était le troisième tome, La Révolution des fourmis, je n'avais pas lu les deux précédents, je l'ai commencé à 9 h du mat, je l'ai terminé à 2 h du mat.
Je me suis pas arrêté. J'ai lu le 3 sans geek. avoir lu l'autre. Ah, le geek. Oh, le geek. Nerd. Et vous deux, du coup, Moi, je crois que le premier contact avec la SF au sens très large, ça devait être. C'est à peu près au même moment où j'ai découvert Donjons et Dragons, d'ailleurs, c'est vers mes 9 ans. C'était Star Wars. Hein. Mais très très basique, mais initialement j'avais peur de Yoda parce que moi je suis dans la team flippette. Et donc quand je voyais des images de Yoda sans avoir aucune connaissance du personnage, il me faisait très peur. C'est des Et petits après- poils de barbe, peut-être. Non, je sais Les pas. poils d'oreille. Il a une tête méchante. Si tu sais pas, si t'entends pas sa voix rigolote, il a un peu, il peut avoir une tête méchante, tu vois. Et bon, je sais pas, voilà. Donc je flippais de Yoda et après j'ai fini par vraiment regarder Star Wars et j'ai plutôt bien aimé, je crois. Moi, j'étais un peu un suiveur parce que Lucien étant mon grand frère, c'est lui qui m'a introduit à énormément de ces univers-là. Il m'a mis Dune dans les mains, je devais avoir 10 Dune ans. Ouais. Ouais. Je devais avoir 10 ans. Il est tombé Je des m'en souviens mains. vraiment comme si c'était hier. Je me rappelle de tout le début et tout. Et effectivement, ça m'est tombé des mains parce que je pense que j'étais trop jeune. Mais après, moi, j'ai eu une approche SF un peu via des mangas aussi. Et le truc qui m'a bouleversé, moi, c'était Barjavel. J'ai adoré. Et ça, pareil, j'ai fait oh là, des petits pains. Donne. Hop là. hop là. Hop, hop, je prends tout. Moi, j'ai eu ça aussi, petite parenthèse qu'on parle de nos références, avec l'Incal. Je suis tombé dans l'Incal, j'ai fait whoop, ligne droite jusqu'à la fin. Et avec Jasper Ford, un auteur anglais gallois dont on parlait tout à l'heure aussi, où j'ai découvert donc cet auteur, si vous ne connaissez pas Jasper Ford, et vous êtes sûrement nombreuses. Ils ont commencé à rééditer la trilogie de. Enfin, la saga First and Next il y a quelques mois, en fait. Ok. Qui était introuvable depuis quelques années. Oui, et notamment, il n'y a pas beaucoup de traductions françaises. Donc Mais faut qui ils viennent tout juste de. Voilà. Pour les être Ford avec Bravo. 2 F. Ouais. J'ai commencé un de ses livres, j'ai lu ses 14 livres d'une traite. Waouh. Un peu pareil. Voilà, extraordinaire si vous avez l'occasion. On vous laisse les gars. Hein. Ouais, Euh, ciao. Moi, je connaissais pas. Voilà. Alors, pour ceux qui Partagez. ne connaissent pas, c'est. On va dire que c'est le principe d'une uchronie avec des voyages dans le temps, mais des voyages aussi dans la fiction. Dans les livres, c'est un personnage Sordenex qui a la capacité de voyager dans les œuvres et de rencontrer les personnages et d'aller d'un livre à l'autre et dans une espèce de grande bibliothèque où il y a tous les livres du monde et ça va d'œuvre en œuvre et c'est aussi du coup un hommage à la littérature, notamment anglaise. Fantastique. C'est génial. Ça n'a pas été adapté en jeu de rôle justement. J'ai entendu parler d'un jeu de rôle qui. Je vais y aller. Du coup, Ouais. Il y a pas. Non, Il y mais a pas du longtemps. coup, si vous aimez les dodos, dites-vous L'animal. qu'il y a des Ah. dodos en plus. Super. Ok, tu m'as J'adore les convaincu. dodos. Voilà. Et comment vous avez découvert le jeu de rôle tous les trois? Parce que je doute que PV ait découvert le jeu de rôle il y a à peu près 3 mois. Bah, moi, j'ai un grand frère, donc je pense qu'il jouait à D&D 2e édition. Et comme tous les petits frères, je voulais faire comme le grand. Et du coup, ouais, mais j'ai mis du temps à y aller. Et je suis revenu au jeu de rôle par la figurine, parce que j'adore peindre. Je peignais des figurines Warhammer. Et en fait, comme beaucoup de gens, j'avais peur du jeu de rôle. J'avais peur de De Donjons et devenir Dragons. sataniste. Non, pas ça. J'avais peur de la complexité des règles. Ah, ça. Ouais, tu vois, l'autre point. Et en fait, c'est fantastique. Et depuis que j'en fais, je suis très décomplexé. Et je sais que j'ai un copain ici dans la salle avec qui on joue à Nantes régulièrement et qui fait partie de ces gens à qui on a dit mais viens, réfléchis pas, lis pas les bouquins et lance-toi. Et on s'est lancé comme ça. Et du coup, depuis, j'en ai converti. Moi, quelques-uns. je ne lis pas les bouquins. C'est vraiment. Ah non, c'est moi qui me tape tout le boulot. Ouais. Tu as un grand les frère. bouquins, et puis après, il me résume. Et je fais ah ouais, ça a l'air bien. Je prends quoi comme dé? Si seulement c'était qu'une blague. Ce n'est absolument pas une blague, non, vous pouvez le prendre au premier degré. Et toi et vous deux, du coup, comment vous êtes tombés dans cette grande marmite qui est le jeu de rôle? Bah, moi, je raconte toujours la même anecdote, mais bon, je vais pas en changer, hein, puisque c'est ma vie. Tu pourrais te réinventer un petit peu, c'est Bah, le thème de la comment con. on se réinvente? Ouais. Non, j'avais 9 ans et je partais en classe verte en CM1. Et mon meilleur ami m'a dit dans le car, en voyage, tu connais les jeux de rôle? Je dis quoi? Et là, il m'a sorti la fameuse boîte rouge de Donjons et Dragons première édition avec le dragon sur sa pile de trésors et un guerrier qui lui fonce dessus avec épée et bouclier. Et je dis non, je connais pas. Et moi, c'est vraiment l'image, c'est cette illustration d'Elmore.
si je deviens richissime, je pense que je pars pas sur la lune comme tous les connards de milliardaires. Je m'achète cette illustration d'Elmore parce que vraiment elle est incroyable et elle a commencé. C'est vraiment la première étincelle du voyage pour moi. Et on a passé toutes les soirées dès qu'on était dans les dortoirs avec les copains. On jouait à D&D. On a fait venir quelques autres potes. Et c'était le début, c'était le virus. Et vous avez très vite joué à justement des jeux. Il y avait déjà des jeux de SF, Ouais. des jeux de rôle Ouais. de SF qui existaient à Cyberpunk, l'époque. Vous avez notamment. vite joué à Cyberpunk, vous jouiez à Star Wars. La version Je me JDR de rappelle du Star Wars. Wookiee Catcher. Ouais. On était cons aussi. Hein. Vous aviez 10 ans. Oui. Oui. Et au niveau des références SF, justement, tu as dit, tu as joué à Star Wars, tu as, Ouais. toujours regardé Donjons et Dragons, qui est quand même Ouais. le système DD qui reste quand même la base de la bonne auberge, Oui. si on écoute, et de pas mal de systèmes de manière générale. Comment on est passé de joueurs de rôlistes, enfin tous les deux surtout, à bonjour, on va créer un petit studio qui s'appelle le studio du 7 et on va commencer à jouer enfin on va jouer avec déjà des gens que vous connaissiez, mais on va jouer devant des gens, on va montrer ce que c'est que l'actuel play en France par exemple. C'est un truc, la toute origine de la Bonne Auberge, c'est un groupe de potes, enfin mon groupe de potes, qui n'avait jamais touché au jeu de rôle et qui disait, mais c'est une copine, Chloé, bisous à elle, qui m'a dit un jour, mais tu veux pas nous montrer c'est ton truc que tu fais souvent là? Et je dis d'accord, ok. Et donc j'ai créé à l'époque un groupe Facebook et je l'ai intitulé La Bonne Auberge parce que dans Donjons et Dragons, les aventures commencent souvent dans une auberge et aussi une petite référence à la classe américaine. C'est super ce bruit, vous l'entendez? Oui, C'est super, hein? c'est génial. La personne qui fait ça, continuez s'il vous plaît. Euh, donc ça, c'est la toute origine. Et dans ce groupe de potes, il y avait plein de gens qui n'avaient jamais joué et des profils différents, y compris des meufs. Et je le souligne parce que bah, ça change la façon de jouer au jeu de rôle, d'avoir d'autres profils que des mecs blancs hétéros classiques, quoi. Le nerd, la figure du nerd. Le nerd des Simpsons. Le nerd des Simpsons, un peu le collectionneur de comic books. Et je me suis dit, putain, c'est cool. Et on se marrait beaucoup. Et je me disais, putain, c'est dommage, j'aimerais bien filmer ça et le montrer à du public parce que je trouve que c'est bien. Et on raconte des histoires et on invente des trucs ensemble et on rigole beaucoup, etc. Et donc, j'ai un peu réfléchi à ça. Après, je me suis dit, c'est trop de travail, de montage, etc. etc. T'avais raison. Vrai, hein, c'est beaucoup de travail. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est beaucoup de travail. Et je l'ai laissé un peu tomber. Et après, il y a un producteur qui m'a dit, tu as des projets? Et j'ai parlé de ça. Il m'a dit, mais je suis sûr que ça peut fonctionner. Et ça a été le début de faire ça. Et après, on a fait 2 saisons. Super ça. C'est le solo. On a fait 2 saisons produits comme ça. Et après, une fois que l'histoire a fait que on a eu l'occasion avec Max et JB, le 3e associé, de racheter ce que j'avais créé au final et de le faire nous-mêmes avec ce fameux studio du 7 et donc d'être indépendant et maintenant de faire notre propre plateforme. Bref, les échelons se gravissent finalement assez vite et c'est Et cool. dans la chronologie, est-ce que c'était parce que maintenant dans l'actuel play, il y en a de plus en plus en France. Pardon, je prends Non, ton non, mais- taf. Je suis à Non l'aise. mais fais-le, Non mais si t'as Bien, si t'as jamais l'occasion de nous Voilà. poser des questions, c'est le Voilà. moment en fait. c'est le moment. Profites-en, t'as Lucien à côté de toi. dans le paysage actuel play français, il y a 3 émissions phares depuis plusieurs années. C'était donc en même temps que Table Quest et Game of Thrones ou c'était encore un petit peu avant? Je me souviens plus. Alors, non, c'est dans l'ordre. Dans l'ordre, il y a Aventure, c'est Maillard avec JDG et Oui, non, d'autres. il y a aussi plein d'autres trucs. Hein, je Il y a, dis. oui, Oui, non, oui. mais avant. Ouais. Game of Roll a été très tôt. Il y a Roll and Play aussi. Oui, bien sûr. Je les Et oublie. Tales of P. Tales of P Plutôt. aussi, ouais, Ouais. c'est vraiment eux aussi effectivement des dinos actual play. Et après, nous on est arrivé. Mais nous on est arrivé en 2020, donc relativement tard Ouais, ouais. par Le rapport Quest est à. arrivé pas longtemps Et après, Table vraiment. Quest un tout petit peu 6 mois après nous. C'est ça.
Donc, mais c'est une petite poche. En fait, je pense que tout le monde, tous ces gens-là, avaient tous la même idée de ah, on ferait bien ça. Ouais. Parce que le jeu de rôle, c'est quand même cool de faire des histoires ensemble et c'est potentiellement un truc qui peut se regarder et se kiffer. Quand Twitch est devenu assez mainstream et pour que les gens disent ah mais ce serait peut-être ça Le l'endroit où on peut confinement, le faire. finalement. Et voilà, Ouais, au même avant, tournant, parce que Twitch un avait petit peu avant, ouais. explosé. Et je pense que quand tu fais de la vidéo et du jeu de rôle, c'est évident, tu as envie de capter tes parties parce que le jeu de rôle, je pense qu'il y a personne qui pratique ici. euh, Tu vas tellement loin dans l'imaginaire, tu es tellement impliqué, ça devient important pour toi, ta campagne et l'histoire et ce qui se passe. Et quand la partie se termine, tu as déjà hâte d'être à la prochaine, un peu comme une bonne série au final. Et du coup, c'est vrai que quand tu travailles dans la vidéo, bah forcément, faire du jeu de rôle, c'est une évidence parce qu'on a envie de partager ces histoires qui sont folles pour nous. Est-ce qu'il y a une différence justement si on prend par exemple Donjons et Dragons et de la science-fiction d'un côté? Là, je me tourne entre autres vers Lucien, le superbe maître du jeu. Arrêtez. C'est vrai. Est-ce que tu masterises différemment certains univers entre de la fantasy et de la SF par exemple? Ah oui, 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 je pense que c'est important de s'adapter à la façon, à chaque jeu et donc à chaque univers un petit peu. Euh, mais dans la mise en scène, en fait, moi je trouve que euh, l'humanité a toujours un peu suivi les mêmes schémas de narration. Vraiment, c'est millénaire, quoi. La fameux héros aux mille visages et ce genre de ref. Et en fait, c'est un peu pareil aussi, je trouve, dans la science-fiction. Et il y a des gens qui prétendent ou qui affirment que, par exemple, Star Wars, c'est pas de la SF, c'est de l'heroic fantasy. Et je suis presque d'accord, hein, parce que effectivement, il y a des magiciens, il y a des machins, il y a un jeune héros chevalier, machin. Il y a des paladins. On va sauver une princesse, etc. Voilà, il y a paladin. Enfin, et donc, oui, en vérité, SF, Heroic Fantasy ou d'autres, ou je sais pas, post-apocalyptique ou film de zombies ou tout ça, ce sont que des vernis. Et ce qu'on raconte au fond, c'est des histoires de personnages auxquels on s'attache et à qui il arrive des rebondissements et des galères et qui surmontent ces galères et on est content. Ou alors on est très triste quand il leur arrive des misères, quoi. Mais voilà. On va prendre un exemple, par exemple, le monde de Pandoc que tu as Oui, créé pour la Bonne Auberge. Ça t'a demandé beaucoup de création. Est-ce que le world building en tant que tel, c'est constant. c'est constant? C'est constant, c'est pas fini, et je suis content que ce soit pas fini. Donc moi, je l'ai construit en plusieurs. Il y a 3 continents et demi, à chaque fois je dis ça. Et donc, il y a le premier continent, ça y est, il est à peu près terminé, à peu près, avec des espaces libres pour que la communauté et les gens qui veulent y jouer dedans puissent s'exprimer eux aussi et inventer des choses de leur côté. Et voilà, mais ça évolue toujours. Et moi, c'est un truc qui m'a. Depuis que j'ai découvert un peu le jeu de rôle et même les mondes de l'imaginaire de manière générale, parce que des concepts de séries de SF ou de séries cyberpunk ou machin, j'en ai des carnets entiers. Évidemment, ça tient 4 pages et après, j'y reviens pas. Donc, Pandoc, c'est ce qui est le plus abouti pour l'instant. Mais oui, oui, ça, c'est une passion, je pense que ça me quittera jamais, quoi. C'est sûr. Moi, j'étais assez d'accord sur le fait que les archétypes reviennent un peu toujours, tu vois. Donc, dans l'Heroic Fantasy, tu vas avoir le sorcier, Gandalf, très bien. Bon, bah, dans le futur, ça va être un Teki. Voilà. Et donc, au final, c'est un petit peu les mêmes archétypes qui reviennent toujours. Le forgeron, peut-être là, ça va être le mécano et le sorcier, le hacker. Bon, vous avez l'idée. Mais du coup, au final, euh, enfin, dans l'art, il y a souvent le sujet est-ce qu'on crée encore vraiment des nouvelles choses, quoi. C'est toujours est-ce qu'on réutilise pas au final des recettes et est-ce qu'on n'est pas juste un héritage d'influence? A priori, oui, je pense que la science-fiction entre dans ce schéma-là aussi. Et comment on fait des trucs originaux, au final, c'est en mélangeant plusieurs influences qui font que ça crée quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore vu, mais qui a un héritage. Je suis assez d'accord, peu importe l'emballage, finalement, tout ce qui va être important en tant que créateur, créatrice ou le spectateur, spectatrice, ça va être l'émotion du personnage. Et donc les enjeux, les choses qui sont finalement profondément
humaine et on en vient à inventer des décorums fantastiques avec des dizaines de planètes, des mondes, avec des espèces incroyables, pour finalement revenir à l'essentiel qui est de retrouver de l'humanité. Et j'ai un exemple aussi, effectivement, le personnage de Luke, c'est un peu au prou le personnage de Bilbo pardon, pas de Bilbo, de Frodon, dans La le quête développement, le initiatique. quête initiatique. Tu as le loser magnifique, donc je parlais de l'Incal tout à l'heure. John D. Fool incarne ça. Et en face, tu as Ralph Azam en BD qui est dans un univers fantasy. C'est une super BD de Lewis Trondheim que je recommande aussi chaleureusement. Et ce qui nous touche, ça va être ces tracas du quotidien, ces doutes, ces incertitudes. Et c'est là où on revient finalement moi, je pense que c'est très difficile de dire j'aime la fantasy mais pas la SF, ou inversement. Généralement, quand on est ouvert à l'imaginaire et que peut-être que de se déplacer, de dire bon bah c'est pas un humain, c'est un Zorglub, ça va nous aider nous à s'identifier plus facilement. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Tu vois, les gens râlent, les mascus râlent quand il y a une femme qui devient un personnage principal de jeu vidéo, alors que quand c'est un extraterrestre, pas de problème. Ça montre la capacité de ces cerveaux-là à se projeter peut-être plus facilement sur quelque chose qui n'est pas familier. Mais au final, on en revient à ces choses qui sont les émotions, les doutes et les histoires d'amitié. Enfin, tu vois, ce qu'on travaille à fond là dans la campagne Ascendance, C'est qu'elles intéressent. c'est le lien entre nous en fait. Et c'est ça qui nous excite. C'est qu'on voit tout de suite là, je ne vais rien divulgacher, mais il y a un des personnages qui a une dynamique un peu différente, qui est incarné par Lisa. Et ça crée tout de suite un truc où on fait genre, waouh, l'humain, c'est tellement plus important que tout le reste en fait. Et du coup, peut-être je vais te poser la question, comment tu t'es dit, est-ce que tu t'es posé des contraintes quand tu as créé ton personnage, ton propre personnage avec Lucien, sur la première session? Alors, je pense qu'il faut pas que. Alors, j'invite tous ceux et toutes celles qui veulent faire du jeu de rôle à trouver le juste équilibre entre une théorie que Max m'avait expliquée, qui était la théorie de la page blanche, qu'on a toujours intérêt à arriver avec un minimum d'idées préconçues pour pouvoir se laisser la place à la découverte. Et moi, je me suis aussi imaginé de me donner des billes sur ce qu'était le passé du personnage, mais pas sur ne pas se limiter pour l'avenir. Ça, c'est mon type de trouver en fait l'équilibre. Et j'ai revu là, il y a un extrait qui a été posté sur Instagram il n'y a pas longtemps, où Lou me pose une question qui me dit quand est-ce que tu as appris à faire de la musique. Et c'est vrai que moi, je sais très bien quand, avec qui, dans quel contexte et pourquoi. Et ça m'a donné un truc où effectivement, il y a un moment où en tant que créateur ou créatrice, le personnage parle parce que tu dis c'est normal qu'il dise ça parce que c'est la vérité, c'est sa vérité à lui et qu'il interagisse. Et ça, je trouve ça super. Après, c'est cool aussi d'arriver à une table et d'être complètement free et de se laisser aller. Mais moi, je suis du genre à réfléchir beaucoup parce que j'aime ça en fait. Voire même à écrire sur ton Ouais, j'ai personnage. écrit, j'ai commencé à publier un roman à sortie progressive sur l'historique de ce personnage et son parcours de vie qui est un petit peu original parce qu'on a créé une classe avec Lucien. Et en fait, c'est juste que Lucien, avec Pandoc, il a créé un terrain de jeu et moi, juste, j'adore m'amuser, donc je m'amuse dans le terrain de jeu et c'est super en fait. Mais je le vois, tu vois, par exemple, on joue donc à la maison à Donjons et Dragons aussi, et ma chérie, qui n'est pas une artiste qui joue avec nous, ne peut pas s'empêcher en fait de s'attacher à son personnage et d'imaginer comment elle réagirait dans toutes ces situations par la suite. Et en fait, on se rend compte que c'est une bonne façon pour décomplexer sur la création, de participer à du jeu de rôle. Et ça fait que on réalise que tous et toutes, on peut inventer des personnages, on peut pas dire bah non, je suis pas comme ça, moi j'invente pas. Non, non, vas-y, marre-toi et puis ça viendra. Je suis d'accord que c'est un hobby qui est très décomplexant là-dessus. Sur la création, il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas en être capables. Et souvent, en création, le plus dur, c'est de démarrer. Euh, voilà, parce qu'on se dit toujours, on a des tonnes de freins. Genre, est-ce que je prends le mauvais angle? Est-ce que voilà, je pars pas de la bonne note? Ce genre de choses. Alors qu'au final, quand tu démarres, eh ben, tu avances et potentiellement tu vas redcon, enfin, tu vas corriger ce que tu avais prévu au départ parce que maintenant c'est un peu, tu vois un peu plus clair. Et j'aime bien ce que tu racontes parce qu'effectivement, donc on avait parlé de la page blanche. Moi, j'aime bien ça en jeu de rôle, effectivement, de se dire le personnage, je trouve que c'est une erreur de se dire mon personnage, il a trop vécu avant, il est déjà hyper défini. Non, non, non.
Non, non, c'est pas du tout. Devon, Je il est parle très de jeune, ceux, hein. tu sais, qui ont déjà été généraux, etc., qui ont fait 1 milliard de choses, qui ont déjà été des héros avant. Bon, personnellement, je trouve ça un peu dommage, sauf si on réécrit un truc. Mais parce que justement, il faut se laisser la possibilité d'aller découvrir des choses. Mais au contraire, Lisa fait ça super bien avec son nouveau personnage. Elle, c'est pas tant un perso qui a tout à construire, c'est un perso qui a l'air, a priori, d'avoir beaucoup à déconstruire. Et aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Elle arrive avec vraiment des tonnes de traits super toxiques. Et nous, C'est connaissant Lisa, ton on est... avis que c'est toxique, hein, parce que ouais. pour elle, c'est super. Connaissant Lisa, on sait très bien qu'elle a choisi un point de départ complètement différent d'une autre. Et c'est cool parce que ça apporte du contraste. Et c'est là où justement, pour moi, il y a une nouveauté. Il y a un peu un truc que j'avais pas du tout imaginé en démarrant cette campagne. Et toi, Lucien, comment tu gères tous ces joueurs qui ont des manières différentes de jouer Ils n'ont pas des manières si différentes de jouer et même de concevoir les choses. Je pense que c'est une des vertus du jeu de rôle aussi. Et comme je pense des mondes imaginaires, comme vous dites ici aux Utopiales, c'est que ça te donne une grammaire un peu C'est commune. précieux. Tu vois, quand on joue à la même chose. Après, bon, il arrive aussi parfois que tu fasses une table de jeu de rôle et que les gens parlent pas la même langue parce que, ah non, mais moi ce que je veux, c'est juste 100% du combat. Et cool, hein, y a pas de problème. Ou alors 100% du drama entre les personnages. Cool, pas de problème. Ou alors on se met d'accord. Mais en fait, je pense que c'est un des avantages de faire ça publiquement avec une campagne qui a duré 4 saisons avant, c'est que en fait que ce soit PV et Lou qui nous ont rejoints pour la nouvelle campagne ou bah, les 4 joueurs et joueuses qui étaient déjà là, bon bah en fait on sait quel langage on parle, on sait sur quel en gros pour faire une petite métaphore musicale, on connaît la tonalité quoi. C'est ça y est, on sait que ce sera euh, tel Les voilà. petites habitudes. Voilà. Et donc, c'est très simple pour moi hein, à orchestrer. Et moi, maintenant, c'est c'est un truc que j'ai redécouvert là avec le tout début, c'est de mettre en place une situation et de dire, allez-y. Et là, je fais plus rien. Juste, je les observe et je les regarde. Et de temps en temps, je prends une petite note de, ah, ça pourrait être marrant que ça revienne, ou quoi, ou qu'est-ce. Mais la plupart du temps, juste, je les laisse exister dans leur personnage et je me régale de ça. Et des retours qu'on a pour le début de cette campagne, il y a beaucoup de gens qui apprécient ça, justement, que ce soit juste des moments. Il y a des moments juste de vie, en fait, un peu, c'est des dialogues, et tout est cohérent, et chacun a bien travaillé son personnage, et donc peut se permettre de simplement exister dans cette circonstance imaginaire, et ça, c'est merveilleux, quoi. C'est comme, je pense, encore une métaphore musicale, je sais pas ce qui me prend aujourd'hui, mais c'est un peu comme du Mélomane jazz, ou quoi. quoi? Quoi? T'es mélomane ou quoi? Bah ouais, j'adore la zik. Non mais Tu grattes? c'est un peu, je suis un petit peu un gratteux. Non non mais c'est comme vous savez les improvisateurs quoi, comme du jazz ou quoi. Et en fait on connaît hyper bien nos gammes et du coup après on peut s'affranchir de certaines gammes et se répondre et dire ah tiens moi je vais partir dans ce mode là. Ah bah toi aussi tu vas répondre et c'est hyper au final naturel, harmonieux et c'est trop bien quoi. Je pense qu'aussi, on s'est toutes et tous mis l'envie de créer des dynamiques différentes et nouvelles. Par exemple, je sais qu'avec Adrien, on a mis un peu de temps à trouver un rythme, mais on avait un rythme comique à nous sur les au moins les 2 dernières saisons, où on savait, en 2 regards, on se calait, quoi. Et je pense que là, on a envie justement d'aller sur un autre truc, de créer d'autres dynamiques différentes, tous et toutes. Et à 6, c'est cool aussi, parce qu'il y a un vent frais, c'est l'occasion, des nouveaux personnages, c'est l'occasion. Et il y avait aussi dans la bonne, enfin, du fait du studio du 7, vous avez aussi d'autres aventures sur d'autres jeux et d'autres envies, d'autres univers. Comment est venue l'idée d'ouvrir et de se dire on ne fait pas que la bonne auberge et on propose autre chose? En fait, moi j'avais donc quand je suis devenu producteur, j'avais une problématique, notamment parce que les saisons 1 et 2 nous appartenaient pas. Donc on lançait sur quelque chose qui était en cours et où il y avait beaucoup d'historique. Et on a commencé à plus communiquer, etc., à se rendre plus présent parce que maintenant c'était vraiment 100% notre bébé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un sacré frein pour les gens à la découverte qui est énormément d'heures de vidéos à regarder
pour rattraper les moments qui leur ont plu. Et donc, on avait envie de créer des nouveaux formats plus accessibles. Donc, c'est vrai que pour Cyberpunk, par exemple, qui est un jeu et un monde assez violent, qui va très vite, où tout peut vriller en 2 heures, on s'est dit, bah voilà, on va essayer de créer un contenu vidéo qui correspond à ça, avec un maître du jeu qui a cette énergie qui est survoltée tout le temps, et un format très court, des épisodes de 30 minutes max, et très monté, très saccadé, etc. Et donc voilà, petit à petit, on essaie d'explorer de nouveaux univers. On a fait Alien il n'y a pas longtemps, où justement, tu parlais de système de jeu avec le D20 tout à l'heure, etc. Alien, ils ont créé un système qui existait peut-être pour d'autres jeux avant, sans doute, mais C'est Free League. voilà. Mais en tout cas, le système s'y prête bien, où au fil de l'aventure, tu rajoutes des dés de stress et il va t'arriver des conneries, comme dans un film d'horreur ou de science-fiction, parce que bah il y a un énorme xénomorphe devant toi, donc oui, tu lâches ton flingue même si c'est pas logique. Et je trouve ça super justement que parfois il y ait des mécaniques qui servent la narration et qui te poussent toi aussi en tant que joueur à pas juste essayer de gagner, mais juste à raconter l'histoire. Et du coup, par exemple, que toi, Lucien, tu as donné, par exemple, à Évaporer, que que vous allez revoir demain, Oui. une partie de Pandoc Ouais. pour une. D'où est venue l'idée de se dire, je donne à Évaporer Ah, alors, et à tout le Gocast D&D Drags l'occasion de masteriser, enfin, de vivre des aventures. l'idée vient de ce dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure, de le démographique habituel du jeu de rôle, en tout cas dans les années 90, quand moi j'ai commencé, c'était celui que j'ai décrit tout à l'heure. Et en vérité, je dis tout le temps cette phrase, mais j'y crois. La seule limite, c'est l'imagination et le point commun qu'ont quasiment tous les êtres humains, je crois, hein, tous, c'est d'avoir une imagination. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière à qui peut jouer ensemble. Et donc, les identités peuvent se mélanger et s'enrichir mutuellement. Et pour rendre à César, c'est pas moi qui ai pensé à évaporer, c'est Max. C'est vrai. Et oui. Parce que en vérité, sur Dimension 20, non, sur Dropout, donc chez les Dimension Américains qui 20. peuvent faire des trucs bien et pas que des dictateurs orange fascistes, ils ont aussi, Ouais. ils ont aussi des choses bien hein, dans leur soft power. Et il y a donc Dropout, je vous conseille, si vous avez un peu de sous à mettre dans un abonnement et que vous comprenez l'anglais, ils font beaucoup de programmes et c'est une très grande inspiration pour nous, hein, pour le studio du 7, on s'en cache pas du tout. Et donc, eux, ils ont lancé un truc qui s'appelle Dungeons and Drag Queens, je crois. Ouais, c'est ça. Et il y a Du coup, une MJ drague par Brennan Lee Mulligan qui n'est pas drague. Ouais. Et même puis il y s'il avait est très souvent, fort. on avait aussi on avait le même constat sur les tables féminines. On voyait souvent, ah, c'est une table 100% féminine. T'es là, genre, c'est un homme qui masterise, tu vois. Et donc, bah, on s'est dit, faut laisser la place, quoi. Faisons les choses en entier. C'est comme Ordali, donc c'est la campagne féminine. C'est Lisa qui est MJ et les hommes qui participent à cette campagne ne le font qu'en coulisses. Pareil pour Diane Drags. Et donc, c'est Max qui a eu l'idée de. Parce qu'initialement, je me suis dit, ah putain, j'aimerais bien, moi, être MJ pour une table de drague et tout ça. C'est Oui. cool, tu vois, c'est fait excitant, envie. ça fait envie. Et Max s'est dit, attends, ce serait cool quand même que la table soit 100% drague, y compris la personne derrière l'écran. Et c'est lui qui a pensé à Eva en disant, ouais, mais on en connaît une de drague, nous on la connaît depuis 20 ans. Rôliste, Elle qu'on est adore. super forte, c'est une conteuse incroyable. Go, on la contacte, on lui propose, et voilà. Et ben, ça a donné ça. Mais il y a, sur ce qu'il disait sur tout le monde a la même imagination et cette envie de créer, justement, il y avait un reportage Arte Trax sur ce qu'on a fait avec Diane Drags et avec MJ Masqué Cyril pour Cyberpunk. Et lui, il utilisait une image qui était. Parce que lui, il est éducateur dans l'enfance, et donc il était éducateur à Arcueil, donc en banlieue parisienne, banlieue potentiellement qu'on pourrait imaginer à problème, etc. Il disait, mais moi, je fais jouer tous les gosses au jeu de rôle. Tout le monde, les gosses de cité, c'est les mêmes que partout. Ils se courent après avec des épées en bois et voilà, et ils s'inventent des histoires. Et malheureusement, la société, un jour, nous façonne et nous met plus dans des cases, mais on a tous cette énergie à la base, comme disait PV tout à l'heure.
Et toi, en termes d'écriture, de campagne, est-ce que ça t'arrive souvent? Bah, je suis en plein dedans parce que je Oui. prépare une campagne Je sais pas te poser ouvertement la question où on est. pour le studio du 7. Oh, la campagne, elle est rodée. Là, je suis en train de faire des décors, de la peinture de personnages. Mais la va être campagne beau. elle est à peu Ça va près être beau. prête. Il faut qu'on crée les personnages. Donc, c'est une campagne qui est dans un univers qui s'appelle Humblewood, qui est une grande forêt, une immense forêt, un monde forêt, dans laquelle vivent des êtres qui s'appellent les oiserons et les humblerons, qui sont grosso modo des animaux extrêmement pipous, anthropomorphes, mais pas très contents. C'est parce que c'est des petites chouettes, mais avec des grosses épées. Et c'est une table que j'ai la chance d'animer, qui est formidable, que j'aime, parce que c'est ma table de rêve, en fait, et ils ont tous dit oui. Il y a Max, il y a Lou, qui est une très bonne copine, c'était avant que l'ascendance se mette en place. J'avais dit, moi, je veux Lou, absolument. Et Florent Dorin, le visiteur du futur, l'acteur qui joue le visiteur du futur dans Le Visiteur du futur, et la série Le Visiteur du futur, créée par François Descraques, qui a créé Le Visiteur du futur. Enfin, C'est de la SF ou C'est de la SF, dis donc. Oui. Il va apparaître normalement. Il était venu il y a 2 ans. T'as dit 5 fois son nom. Et ma grande fierté, c'est que c'est Brigitte Lecordier qui complète la table. Et ça fait 1 an que je dis à Brigitte, ne prépare rien, ne lis pas les règles. J'ai envie que tu sois perdu et que tu sois nature. Donc voilà, elle jouera le rôle du caillou dans la botte, dont on a tous besoin autour d'une table. Donc la création de monde, en fait, moi je suis parti de ce jeu. Alors c'est une campagne qui a été créée par Hit Point Press, qui est un éditeur américain, donc avec les règles Donjons et Dragons. Moi, je ne vais pas faire la campagne du jeu. Il y a même Humblewood 2 qui a été financé il n'y a pas longtemps. J'ai créé un petit monde fantastique, une autre région avec d'autres enjeux. Et donc, en fait, encore une fois, tu mets les artifices que tu as envie de voir, mais là où je me rends compte, c'est que la trajectoire et les enjeux, ça va être des enjeux qu'on a nous, chez nous, c'est-à-dire de la reconnaissance, de l'injustice, de la trahison, du mensonge. Donc on revient toujours à ces traits humains. Et finalement, oui, moi, après, encore une fois, l'enrobage, donc SF, fantasy, je relativisais son importance tout à l'heure, mais ça a été quand même pour moi la porte d'entrée vers Humblewood. C'est-à-dire que quand j'ai vu le dessin de cette petite chouette extrêmement pipou, avec son petit costume sur mesure, elle avait un petit bouclier et une petite épée, ça m'a donné envie d'y aller. Voilà. Tout comme des fois, on voit des xénomorphes incroyables, on se dit wow, j'ai envie de jouer dans un univers où il y a des extraterrestres de 15 mètres qui font peur. Voilà. Mais du coup, si ça plaît aux joueurs, comment ça se passe au niveau de la communauté? Est-ce que vous arrivez à amener la communauté qui vous suit à regarder d'autres Ah oui, oui. épisodes que La Bonne Auberge? Ah oui, oui, carrément. Même la communauté, assez rapidement, a été très demandeuse. Parce que dans notre communauté, il y a des gens qui découvrent le jeu de rôle, mais il y a aussi des gens qui connaissent très bien le jeu de rôle, et donc qui connaissent tout un tas d'univers. Et c'est une des richesses de ce hobby et de ce domaine-là, c'est que, encore une fois, la seule limite, c'est l'imagination, et des univers fantastiques ou imaginaires dans lesquels on peut jouer des aventures. Il y en a des centaines et c'est génial. Et donc effectivement, la communauté assez rapidement a dit ah, et si vous jouiez à Vampire, et si vous jouiez à la Légende des 5 Anneaux, ou alors à Cyberpunk, etc. Et nous très vite on a dit oui, oui, on aimerait bien. C'est juste qu'on essaye de faire les choses proprement et professionnellement, et donc de payer tout le monde, etc., etc. Donc on ne peut pas faire 100% tout ce qu'on veut. On essaye juste de faire les choses au fur et à mesure. Mais donc, pour répondre à ta question, ça a été très facile de convaincre les gens, parce qu'à chaque fois qu'on annonçait un nouvel univers, les gens étaient là, oui, enfin, moi j'adore Cyberpunk, ou j'adore Dune, on l'a pas encore fait Dune, mais j'ai hâte. On va le faire. Ouais. Et tu vois, je Super. me faisais la réflexion tout à l'heure aussi de ces grands mouvements de pop culture dans lesquels on s'inscrit et qui sont souvent cycliques et souvent des cycles liés à la nostalgie aussi, où on revient sur ces cycles. Tu vois, Alien, Dune, c'est quand même pas 2025 à la base, hein. Non, c'est clair. Et j'ai l'impression que effectivement, il y a eu un âge d'or de la fantasy à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec notamment
Le Seigneur des Anneaux, et ça fait mal de le dire, mais Harry Potter. Euh, et après, il y a connais eu pas. un âge d'or des super-héros, alors qu'on trouve pas trop en JDR, peut-être parce que quand tu es très puissant, c'est moins drôle. Il y a un peu, hein. Ça existe, ça Un existe. peu, Il y en a, il y en a. Nous, on a fait toute une campagne X-Men où on est Oui, bah oui, tu Des peux, jeunes. ouais. des petits jeunes. Des jeunes, Oui, c'est trop X-Men, bien. ouais, ouais. C'est Bah, marrant. effectivement, si tu joues Iron Man, c'est un peu facile. Bon, Ouais. je m'envole et j'explose tout. On n'aime Mais pas jouer des milliardaires. tu vois, c'est pas rien que ce soit Alien Dune. Alors, il y a Cyberpunk qui est un peu l'exception. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, contrairement aux années 70, à l'époque de Star Wars, Star Trek, la SF et la science fait un peu moins rêver. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand on voit l'IA, quand on voit le dérèglement climatique, quand on voit les trucs... Les méga corpos. ouais, Ouais, c'est anxiogène. Ouais. c'est un peu anxiogène en vrai. Oui. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, je vois moins d'œuvres majeures en science-fiction qui écrase tout sur son passage et qui devient un phénomène de pop culture parce que la science est moins porteuse d'espoir qu'elle l'était dans les années 70. Et aujourd'hui, on va aller dans des modèles peut-être un peu alternatifs parce qu'il y a toujours la science-fiction, notamment les BD de Mathieu Bablet, incroyable. Il y a plein d'œuvres nouvelles qui ne sont pas de la nostalgie, mais ça, voilà, c'est aussi des cycles qui ne dépendent pas de nous parce que c'est des cycles mondiaux. Et on revient toujours. Enfin, Donjons et Dragons, c'est comme Magic. Non, mais c'est des trucs qui étaient forts dans les années 80-90 et qui reviennent 30 ans après, quand les gens qui ont découvert ça petit ont du pouvoir d'achat, Peuvent se les acheter maintenant. peuvent se les acheter. Surtout. Mais ils n'ont plus le temps d'y jouer. Ou alors, dans le Toujours cas la de même Magic, chose. de jouer avec leurs enfants, ceux qui en ont, tu vois. Et donc voilà, c'est des grands cycles Ouais. au sein des cycles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la science-fiction, ouais, bah, Alien, c'est quand même hyper anxiogène et c'est pas pour rien que Mhm. Ah oui, oui, mais ça marche toujours, et quoi. ça fonctionne. Mais moi, je trouve que c'est la grande vertu de la SF de manière générale, c'est d'avoir toujours quand même un petit peu quelques trains d'avance sur le reste de la fiction, quoi. Et les choses que Asimov ou que sais-je ont un peu prédit, ou même Technomancien. K. Dick, Neuromancien. Philippe K. Dick, Neuromancien. Neuromancien. Gibson. Qui? Gibson, Gibson. merci, pardon. Oh non, K. Dick, c'est les moutons électriques. Oui. Bon, voilà. Et j'ai des refs. Euh, Il non, mais les écoutait auteurs et les autrices de science-fiction ont quand même un petit nez creux quand même sur des choses qui deviennent la vraie réalité. Moi, ça fait quelques années où en constatant genre Amazon Prime, les livraisons, machin, et des trucs comme ça, je me suis dit, ah ok, on n'a pas les voitures volantes, on n'a pas des bras cybernétiques, mais on est quand même pas mal dans Cyberpunk. Parce que Amazon, enfin les GAFAM, c'est Arasaka, Militech, machin, enfin sans le côté militaire, mais on est bien dedans, quoi. On est bien dedans. Et les netrunners, c'est Internet. Et on passe nos journées sur Internet. Ils ont dû réécrire le jeu à cause d'Internet. Oui, Oui. c'est ça. Il y a des trucs où tu dis, ah ok, donc en fait, il faut se réadapter maintenant parce que Blade Runner, on est pas mal dedans, hein, déjà, je trouve. Ouais, c'est ça. La Dévié, hein. SF, c'était souvent une critique de la société moderne, en fait, avec le spectre de ouais, mais bon, ça se passe dans 100 ans, donc Ça pourrait être tranquille. bien dans 100 ans. Puis là, aujourd'hui, tout s'accélère tellement, quoi. Enfin, à l'époque d'Alien, il y a eu, entre-temps, il y a eu Internet qui a accéléré tout. Et effectivement, ouais, maintenant, ça fait peut-être un peu moins rêver, quoi. Mhm. Vu que c'est notre quotidien et qu'on a peur. Tu parlais de nostalgie tout de suite. On va peut-être. J'avais une question pour vous trois. Comment vous décririez la session d'Actuel que vous allez faire demain? Ah, Parce que du coup, ça tape pas mal dans la nostalgie. c'est oui, vrai. Donc demain soir, ici même, Oui. à partir de 21h, je crois, on va jouer à Things from the Flood. C'est dans l'univers de Simon Stalenhag, que vous connaissez peut-être. Je le prononce un peu à l'anglaise alors que c'est un Suédois. Donc s'il y a des Suédois descendants dans la salle, ne me jetez pas de pierre. Mais c'est un artiste graphique qui a créé un univers qui est magnifique et qui a été parfois adapté en série. Oui, ça s'appelle Tales from the Flood, je crois, hein. C'est Tales ça. from the... Non, c'est Tales from the le Loop. groupe.
Et oui, initialement. c'est ça. qui a Et, été et adapté ensuite, sur c'est Things Amazon. from the Flood. Effectivement, il y a une série Amazon, mais il y a aussi un long métrage avec Star-Lord, là, comment il s'appelle déjà? Chris Chris Pratt. Pratt. Pratt, voilà, sur Electric Land, c'est une autre de ses œuvres. Bref, il a un univers visuel qui est assez incroyable et qui est souvent uchronique, qui donc va chercher dans des codes de décennies passées. Tales, Tales from the Loop, Tales from the Loop, c'est les années 80. Things from the Flood, c'est les années 90. Et donc, c'est des refs de ah ouais, on écoute Nirvana et on a un sac East Pack, ou alors on fait du vélo avec nos copains comme dans E.T. Et là-dedans, il va mettre des éléments très SF. Donc, il y a parfois des robots, des technologies qui sont beaucoup plus développées qu'elles l'ont été à l'époque dans le vrai monde, et même parfois des portails interdimensionnels ou des galaxies lointaines qui ont une influence sur la Terre. Il y a un petit côté monolithe aussi avec Ouais, voilà, il y a des choses, la salle 2001. Oui, oui, complètement, complètement. Et voilà, et c'est hyper nostalgique d'une certaine manière, et à la fois un petit peu mélancolique. Enfin, il y a un peu de la poésie là-dedans. C'est ce qu'on va essayer de faire demain soir. Et donc demain soir, on va jouer un groupe de 5 adolescentes et adolescents qui vivent à Nantes en 1997, et qui vont voir des choses qu'ils vont trouver un peu étranges, et qui vont essayer de résoudre des mystères. Ça va être chouette. On va surtout essayer de choisir le nom définitif de notre groupe de rock. Exactement, c'est un groupe Aussi. c'est un groupe de grunge. Il reste un Voilà. petit quart d'heure. On va peut-être passer la parole au public Ouais, qui est quand même Des maisons, nombreux. des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se lèvent. vois rien. Il y a des- On C'est rien de vous faire comme verra ça. peut-être pas beaucoup. Il y a des micros dans le Il y a des public, ou est-ce micros que dans le vous- public. Ah bah, où les gens ils Ouais. parlent il fort. y a quelqu'un qui est levé, Ah, qui a non. l'air d'avoir un micro. Oui, on voit un Alors. micro. Ah, c'est peut-être un pipi. Ah, hein. c'est incroyable. Non, c'est pas un pipi, Non, c'est non. une question. C'est une question. Vous aviez mentionné que le jeu de rôle était quelque chose de très décomplexant de manière assez générale. Je suis moi-même rôliste et j'ai croisé pas mal de gens dans mon travail à qui je parlais de mon loisir, qui me disaient j'ai pas du tout d'imagination, je pourrais jamais faire ce genre de choses-là. Est-ce que de votre point de vue, l'imagination c'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire on est avec et on a une capacité d'imagination donnée, accordée à la naissance, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est acquis un peu comme un muscle qu'on va venir travailler et qu'on va faire évoluer avec le temps? Moi, j'ai un avis assez tranché sur la question. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Et je l'ai beaucoup expérimenté dans mon métier de musicien parce que je suis, comme beaucoup de créateurs et de créatrices, amené à la question de l'inspiration. Qu'est-ce que c'est l'inspiration? Est-ce que c'est quelque chose qui te vient? Et en fait, il y a un mythe qui est le mythe de l'inspiration qui viendrait comme ça. Muse. Des muses, de l'air du temps. Et en fait, non. Et c'est assez terrifiant en fait de croire en ce mythe quand c'est quelque chose qui te tient à cœur, la création. Et justement, je me suis renseigné parce qu'il y a plein de gens très intelligents, beaucoup plus que moi, qui se sont posé la question avant. Et donc, en fait, ça a été beaucoup théorisé. Et ce qui m'a fait un grand bouleversement dans ma vie, ça a été la découverte de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui était le travail de notamment Raymond Queneau et Georges Perec, connus pour leurs exercices de style sur la création littéraire. Et en fait, c'est des gens qui se sont dit on va se marrer avec la création en jouant avec les contraintes. Moi, j'ai fait 2 albums comme ça avec beaucoup de contraintes. Ça m'a énormément libéré. Et donc ça, c'est une façon aussi de dire aux gens n'ayez pas peur, ça va venir. Et j'ai un autre exemple aussi sur une table très concrète avec laquelle on joue là à Nantes. Il y a une des personnes qui joue avec nous qui est une jeune femme dont le métier elle est comptable de métier, et c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport à la base à l'imaginaire, et quelqu'un à qui on n'a jamais dit tiens imagine une solution là. Elle fait du contrôle de gestion et je l'aime très fort, mais c'est pas du tout sa base, et donc elle est arrivée par la petite porte, c'est-à-dire dire oui ou non quand le groupe propose quelque chose, des fois dire je suis pas trop d'accord, mais voilà, avoir peur de développer et pas forcément de proposition. Et plus ça va au fil des sessions, des années, plus elle propose. Et l'autre fois, on a fait un one-shot en jeu de rôle où, au lieu de. Là, elle a un personnage de rôdeur. Donc, en gros, c'est les personnages un peu dans leur coin, la Aragorn. Donc, tu peux être mystérieux, pas trop parler. Et là, je lui ai donné un personnage de roublard. Donc, c'est des gens qui ont la tchatch. Et en fait, elle était métamorphosée. Mais il a fallu 3 ans
avant à se lâcher. Et là, d'un coup, elle parlait, elle faisait des trucs, elle partait toute seule, elle proposait. Donc je l'ai vue, moi, si tu veux, à cette table. C'est long, mais oui, il faut y croire. Et je trouve ça trop cool que ça vienne. Et en fait, je l'ai débriefé à la fin. Je fais, mais tu te rends compte de la partie que tu as fait? Elle fait, ah bah ouais, c'est venu comme ça. Ouais. Justement, moi je reviens à ce que je disais sur l'enfance. Je pense que c'est relativement inné, mais qu'on nous apprend à pas laisser la place à cet esprit Tu fais pitié. créatif. Ouais, voilà, soit tu fais pitié, soit t'es rêveur, concentre-toi, sois assidu. Et je pense que beaucoup de personnes se permettent plus ça, et que ça se réapprend. Quand on travaille comme nous, enfin, ou qu'on a toujours entretenu des hobbies, des passions artistiques, on est confronté à ça quotidiennement, et on se met en situation de le faire en continu. Et il y a beaucoup de gens pour qui, bah, en fait, ils n'ont plus cette habitude-là. Parce Il qu'ils faut la s'autorisent pas. réapprendre, mais je suis assez convaincu qu'on l'a au fond de nous. Et c'est souvent un problème qui est très féminin aussi. Il y a beaucoup de filles qui n'osent pas jouer parce qu'à un moment, quelqu'un leur a dit, c'est pas pour toi. Et toutes les ex de ma vie, c'était ah bah, je suis contente de réapprendre à jouer, de me le permettre à nouveau. Et à chaque fois, c'était cool. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, du coup, comme j'avais écouté par rapport à cette conférence, le fait que la science-fiction paraît relativement anxiogène à cause du fait qu'il y ait l'IA et que vous faites aussi des campagnes, si je dis bien entendu parler, par rapport à la science-fiction. En fait, la science-fiction a aussi des sous-genres. Il y en a qui sont plus légers, light que d'autres. Mais ça me fait penser aussi au fait que la science fantasy, qui est pour moi un genre hybride combinant des éléments ou tropes de la fantasy d'un côté, de la science-fiction de l'autre, en fait, ça offre des opportunités assez particulières, étranges pour voir s'il y a des choses en fait qu'on croit connaître, mais en fait on ne connaît pas tout. Mais il y a aussi en fait, il y a aussi je conclue cette question en disant que si on prenait les premières lettres de science-fiction, en fait, SF, ce serait les mêmes lettres que science fantasy. C'est mon avis personnel, hein. C'est vrai. Non, mais c'est super intéressant, effectivement, de croiser tout. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des sous-genres de science-fiction parce que, pour le coup, Sinon, on n'a pas 8 heures devant. ouais, parce que pour le Ça, le coup, C'est pas des heures là, le 8 Eh non, devant nous Non, oui, non. c'est minutes. c'est extrêmement varié et tant mieux. Et c'est vrai que moi, tout à l'heure, quand je pensais à Anxiogène, effectivement, l'univers de Simon Stalenhag qui a fait donc Tales from the Loop, from the Ouais, tout ça, quoi. c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de réconfort et de Ah, moi douceur. aussi, j'adore. Donc effectivement, je pense que Il y a un peu ce côté opportunité de refaire aussi avec ce type d'Uchronie. J'avais adoré ça dans No Man's Sky. Non, Oui. attends. Attends, No Man's Non, Sky, c'est pardon. le Je parle de nazi. pas du tout. Je parle de la série où ils font la conquête spatiale là. For All Mankind. For All Merci. Mankind. On y était presque. On y est, ouais, il y avait un mot en commun. Non mais voilà, ce côté uchronique où tu te dis ah, et si c'était différent, c'est toujours. Pardon, je te dis en fait. Oui, Ah non. et il y a aussi un courant actuel, mais qui fait débat de solar punk ou Solar Pleur. hopeful punk. Solar Pleur, oui, Ouais, bien sûr. Et ça fait un peu débat. Est-ce que c'est un vrai truc ou est-ce que c'est plus une espèce de parapluie marketing? Mais c'est des sujets intéressants. Mais il y a peut-être moyen, effectivement, que maintenant qu'on a bien abordé, comme tu disais, la SF anxiogène et qu'on l'a bien traité dans tous les sens et d'essayer de réfléchir à de la SF où peut-être que les lendemains sont un peu moins grisâtres. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi l'introduction de la magie, mais aussi dans le futur, là où à l'époque c'était non mais c'est la science, alors que maintenant la science a rattrapé ce qu'on créait dans la fiction, et donc maintenant dans de la science-fiction il va y avoir de la magie à nouveau, etc. Et je pense que c'est des nouveaux horizons en fait, il va falloir aller plus loin que des trucs que maintenant on s'est expliqué et du coup décrédibilisé. Mais moi, la science fantasy, je signe tous les jours. Bien sûr. Pour Ouais, bien avoir sûr. même des archétypes de personnages inspirés
du Seigneur des Anneaux, mais dans des vaisseaux spatiaux, moi, je signe. Hein. Allez, s'il y a un truc, allez, donnez-moi un paplard. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, les films où il y a ce que j'appelle de la bullshit science, où vraiment ils nous expliquent pendant des plombes comment ils vont faire pour contourner l'orbe, etc. Et, Quand ils font en sorte que ce soit crédible. tu vois. voilà, exactement. Et que tu es là, genre, meh. Ouais. En fait, trop d'énergie pour quelque chose qui est pas fun et on n'y croit pas. Et du coup, parce qu'on a trop de clés maintenant pour dire non. Ça dépend, ça dépend. Hein. Je pense qu'il y a des gros fans, des grosses fans de SF Ah dans non, la mais salle. je dis, Il y a des moi, autres, il y a des auteurs et des autrices où c'est solide de ouf. Hein. Il y a des c'est gens solide, qui vont chercher chez les prix Nobel de physique quantique ou je sais pas quoi, ou de trucs spatiaux, machin. Et ça tient pas mal la route. Bon, ah oui, il y a toujours des éléments de. Bon, bah oui, effectivement. Concède-moi que ça ne tient pas toujours bien la route. Non, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a une autre On fait des réponses trop longues, oh là là. Il y a d'autres questions. J'ai vu, Ouais, il y avait ici. d'autres mains. Hein. Lève la main, on ne doit pas. Ah, tout à Ah, à droite. tout à droite. Ah oui. À droite, là. Ouais, ici. Oh, coucou. Coucou. Je suis désolé parce que. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, Ouais, Ouais, je parle bien là. Ok. Oui, tu parles super. Impeccable. Alors c'est un peu dans la même veine que la question du monsieur, mais un peu plus précise. Est-ce que vous pensez que la narration dans le JDR peut prendre du coup une place un peu plus forte que d'autres médias, on va dire? Je sais pas, un jeu vidéo ou par exemple l'illustration ou je sais pas tous les autres médias en fait, on s'en branle. Et porter un message positif, voire amener des solutions à certaines situations actuelles. Ouais, même si c'est des solutions imaginaires ou je sais pas, des choses C'est vaste. un peu utopistes quoi. on a 6 heures. Oui, oui. non, Ouais, t'as vous raison. avez 6 heures. Je mets en copie pour Moi, demain. On a hélas que- 4 minutes 30. Moi, je trouve que oui, c'est l'occasion pour plein de gens de pouvoir aborder des problématiques du quotidien. Je prends souvent l'exemple de la confrontation, tout simplement. C'est plus facile en jeu de rôle d'hausser le ton sur un PNJ quand en fait c'est mon grand frère, je sais qu'il va pas se vexer ni me casser la gueule pour de vrai. Alors que bah voilà, en jeu de rôle, tu peux aborder ces choses-là. Donc je trouve un petit peu, et c'est aussi quand même basé sur le dialogue et l'échange, ce qui est une habitude pas si courante au final dans la résolution des problèmes dans notre société. Alors que là, tout se fait à l'oral, tout est un échange oral. Ouais, et aussi, c'est pour la plupart des JDR, si c'est une table cool, collaboratif. Et même, enfin, à une époque, le jeu de rôle, c'était très à deux vitesses, quoi. Il y avait le ou la MJ qui avait beaucoup, beaucoup de pouvoir et les PJ qui subissaient un petit peu. Et maintenant, c'est un peu passé, ça, ce mode de fonctionnement. On n'est plus du tout à craindre le lire céleste du MJ et se dire qu'en fait, on va juste bâtir des histoires ensemble. Et donc, ça amène à un truc que moi, j'ai constaté tout au long de mon parcours créatif. 5 cerveaux éclatent à plat de couture un cerveau, même si c'est un cerveau très puissant. Et donc, en fait, à faire les choses ensemble, à collaborer et à construire cette fameuse narration dont tu parlais, ensemble à plusieurs, ça va donner quelque chose de plus intéressant, plus original ou plus touchant que si c'est une seule personne qui est derrière, même si c'est une personne qui est très talentueuse, je trouve. On va prendre encore une question aussi. Oui, Vous m'entendez? on t'entend. Oui. Impeccable. Merci, c'est super top. Je me posais la question rapport à Twitch. Vous avez quand même 5000 personnes, 10 000, voire plus à chaque fois. Qu'est-ce que vous vous limitez, enfin, quelles sont les choses que vous limitez de faire à la création pour toi, Lucien, ou dans le jeu, sur Twitch, que vous ne feriez pas directement chez vous? J'allais dire on fait un petit peu attention à notre langage, mais pas du tout. Pas Non, du mais tout. on est quand même conscient qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ouais, et pour moi, donc c'est quand on même en très profite différent. pour passer des. Ouais, Oui, c'est bien sûr. différent. Peut-être que vous faites ça depuis trop longtemps sur la Bonne Auberge. Peut-être. Non, vous jouez aussi toujours entre vous, quoi. Oui, oui, toujours. Mais c'est très différent dans l'adresse et l'écoute. Déjà, il faut savoir qu'en vrai, une table de JDR, il y en a toujours deux qui discutent, qui se chuchotent, qui parlent, qui n'écoutent pas le MJ. En vrai, ça, c'est la vérité. Là, on est beaucoup plus appliqué. Mais surtout, on a conscience de vivre des aventures et de produire un divertissement ensemble. Et on va essayer de faire en sorte de... Peut-être qu'on est plus altruiste. Voilà. Moi, je sais que je suis, par exemple, à titre personnel, alors toujours pas de spoiler, mais
mon personnage est très touché par le personnage interprété par Max. Et je l'écoute et j'ai envie de Il lui le poser montre des... peu. Bah, Pas Ah, assez, c'est le à début, mes c'est le yeux. début. Donne-moi Non, une mais- gommette. c'est vrai, il y a un truc aussi où on se dit, ok, t'es plus ouvert à à ce que sont les autres et à ce que font les autres. Et c'est un bon exercice peut-être qu'on devrait tous jouer chez nous en imaginant qu'on est filmé. Oui, oui, non, mais on se met peu pour répondre, pour revenir sur Twitch particulièrement, vis-à-vis de la plateforme elle-même, on s'oblige à rien, on s'en fout. Et honnêtement, on a assez peu de respect pour les gens qui, les gens qui Ouais, possèdent cet endroit. Et en revanche, on essaye d'être conscient du public et de manière générale, moi c'est un truc que j'applique à toute ma vie, c'est essayer de blesser personne. Voilà, c'est le truc. Et parfois ça nous arrive forcément, hein, on dit forcément des trucs racistes sans vouloir être raciste, ou sexistes sans vouloir être sexiste, ou je sais pas, transphobe, j'en sais rien. Mais on essaye, en Il tout faut cas y faire la volonté c'est d'essayer de ne pas faire de mal, et en tout cas surtout pas consciemment, et d'essayer d'inclure tout le monde. Moi j'essaye aussi de réfléchir à ça, et que tout le monde se sente les bienvenus dans notre univers imaginaire, et qu'ils se sentent représentés un petit peu. 5 Wow. secondes. Et c'était une très belle conclusion de notre table ronde. Je m'attends 2 secondes. On retrouve PV, Max et Lucien, Eva, Florian et Elisa demain soir à 21h. À 21h Ici. N'hésitez pas à venir nombreux pour cette grande session d'Actual Play de Tales from the Cloud. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Bon Et à festival. demain. Et merci aux équipes techniques. À bientôt, Merci merci Antoine, beaucoup. merci tout le monde.